Dans vos études, il y a une notion qu'on va très souvent utiliser, mais pourtant on ne va jamais en parler ni l'enseigner. Il s'agit des bases numériques. Et à travers les bases numériques, vous allez voir qu'on va apprendre tout un tas de choses. Comme d'habitude, on va procéder en deux étapes. Une partie théorique au tableau et après on passera à la pratique et vous allez voir, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Allez, c'est parti. La question des bases numériques en informatique, c'est la question de comment représenter la donnée. Mais avant de le faire en informatique, il faut d'abord comprendre le principe de ce qu'est une base numérique. Alors, si on revient dans le passé, comment on faisait pour compter? Eh bien, il n'y avait pas encore la base décimale qu'on connaît. Donc, en fait, on ajoutait une barre à chaque fois qu'on voulait compter. Donc, si on voulait compter jusqu'à 1, on mettait une barre, 2, 3, 4. Et puis là, si vous voulez faire comme les prisonniers qui comptent leurs années en prison, arriver à 5, vous barrez. Le problème de cette méthode, vous la voyez vite, c'est que pour compter des grands nombres, ça peut prendre beaucoup de place. Oui, je viens de perdre mon temps à le faire. Mais au moins, c'est très imagé. Et c'est pour ça que certaines personnes sont venues avec des solutions. Par exemple, les chiffres romains. En fait, c'est simple, à partir d'une certaine quantité, on la nomme avec un symbole. Et en même temps, il y a une petite difficulté, c'est qu'on doit faire des petits calculs en lisant les chiffres romains, puisque si je veux écrire 6, je vais ajouter 1 à 5. Et si je veux écrire 4, je vais enlever 1 à 5, ça va bien me donner 4. Le problème, c'est que dès que je veux écrire des nombres un peu compliqués, même qui devraient pouvoir s'écrire rapidement, par exemple 34, vous voyez, 34, ça va quand même prendre beaucoup de caractères et il y a des calculs à faire dans le nombre en plus de tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes et c'est comme ça qu'on a inventé la base décimale. Et la voici la base décimale. Mais du coup, on a bien une dizaine de symboles qui représentent l'ensemble des chiffres. Et grâce à cette dizaine de symboles, on va pouvoir être beaucoup plus puissant puisque dès qu'on va passer les 10 chiffres, c'est-à-dire qu'on va passer la dizaine, on va écrire par exemple dans la colonne des dizaines. Donc là, par exemple, j'ai une dizaine plus 3 unités. Et enfin, là, si je rajoute encore à gauche, c'est des centaines, deux centaines, une dizaine, 3 unités. Ce qu'il faut comprendre juste ici, c'est qu'en vérité, chaque colonne, on passe à une puissance de 10 supplémentaire. Alors 10 parce qu'on est en base décimale. En base 10, c'est 3 fois 1, 3. Là, c'est 1 fois 10 puissance 1, donc 1 fois 10 plus 10. Et 2 fois 10 puissance 2, 2 fois 100. Donc ça nous fait bien 200 plus 10 plus 3, ce qui nous fait bien 213. Et ce fonctionnement que je viens de vous expliquer avec les bases décimales, on peut l'appliquer avec toutes les bases. Et donc ça nous donne les bases les plus communes et les plus souvent utilisées en programmation. Tout d'abord la base binaire, donc la base 2, je pense que vous en avez tous entendu parler, avec deux symboles, c'est très dur d'écrire à l'envers, le 0 et le 1. Ce qui veut dire que si j'écris par exemple 1, 1, 0, et tout comme tout à l'heure, là ça va être 0 fois 2 puissance 0, donc c'est-à-dire 0 fois 1, 0, plus 1 fois 2 puissance 1, donc plus 2, 1 fois 2, plus 1 fois 2 puissance 2, 1 fois 4. Donc en fait, en écrivant 1, 1, 0, je suis en train d'écrire 4 plus 2 plus 0. Je suis bien en train d'écrire 6 en base décimale. Et ce que je viens de vous expliquer là, ça s'applique avec tout le reste. Donc la base octale, pareil, il y a 8 chiffres différents, base 8. Donc on a 8 possibilités et donc on compte en huitaines. C'est-à-dire qu'on va avoir le chiffre des unités, le chiffre des huitaines et le chiffre des 8 huitaines et ainsi de suite. Donc par exemple, si j'écris 12 en base 8, je suis en train d'écrire 1 fois 8 plus 2. Donc 12 en base 8, ça nous fait bien 10. Évidemment, la base décimale que vous allez très souvent utiliser pour tout un tas de choses. La base binaire, elle, c'est plutôt sur comment est stockée la donnée et comment manipuler de la donnée à l'échelle du bit, c'est-à-dire un par un, puisque un nombre en représentation binaire, par exemple entre 0 et 255, il est compris sur 8 bits. Donc en fait, 8 bits qui valent 0 ou 1, c'est comme ça que l'ordinateur fonctionne. La base octale plutôt pour de l'ASCII, mais il y en a une dont je n'ai pas encore parlé, c'est la base hexadécimale. Alors, la base hexadécimale, c'est celle-ci. Donc, en fait, il y a 16 chiffres différents, sauf que vu qu'on n'a plus de chiffres après le 9, on utilise tout simplement les lettres de l'alphabet, ce qui fait que A vaudra 10, B vaudra 11, C vaudra 12, 13, 14 et F vaudra 15. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler de cette base hexadécimale, même des autres. Il faut savoir être à l'aise avec, savoir les manipuler. Il y a tout un tas de vidéos sur le net sur ces sujets. Je vous mettrai les ressources dans la description. Enfin bref, la base hexadécimale que je viens de mentionner, elle est très utile parce qu'elle vous permet de manipuler des adresses mémoire, par exemple. Évidemment, toutes ces bases-là ne sont que des façons de représenter un nombre. Ce qui veut dire que dans la mémoire, dans votre disque dur, dans votre RAM,
la donnée sera stockée dans tous les cas d'une façon qui est la même en fait, que ça soit probablement en binaire du coup, avec des bits. Ce n'est pas votre problème. Vous, ce qui est pertinent, c'est d'être capable de manipuler la bonne base et d'être à l'aise avec toutes ces bases, de pouvoir les modifier et les juxtaposer comme vous le voulez. Enfin bref, il faut être à l'aise avec les bases numériques et c'est comme ça que vous deviendrez meilleur en informatique. Allez, je vous propose de passer à la partie pratique pour mettre en œuvre tout ça et voir comment concrètement ça peut s'appliquer en C. Ok, alors on est parti pour la mise en pratique de tout ça. Alors j'ai un petit programme à vous proposer, je vais l'expliquer pas à pas. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. On ne peut pas tout maîtriser d'un coup, comme je vous disais. Les notions dépendent les unes des autres, mais c'est pas grave, je vais tout expliquer. On va essayer d'aller assez vite et vous devriez comprendre la plupart. Dans tous les cas, vous pouvez revenir sur cette vidéo plus tard si ça n'a pas été 100% clair. Alors, regardez ce petit programme en C. D'abord, on va s'occuper évidemment d'inclure l'entête de la standard IO, input-output, donc la librairie standard de C pour tout ce qui gère les inputs et les outputs, parce que ça nous permet d'utiliser la fonction putchar. Et la fonction putchar, elle nous est donnée de base avec la libc, la bibliothèque C. Et la fonction putchar, je fais un man tout de suite quand vous avez une fonction système, une fonction de la libc. N'hésitez pas à tout de suite regarder la page manuelle de cette fonction. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là dès que vous ne comprenez pas. J'ai un petit outil génial qui s'appelle Google et qui me permet d'écrire what is stdout. Voilà, je vais taper stdout in C. Voilà, des mots-clés plutôt que mettre des questions, etc. C'est plus clair. Voilà, what does it mean to write stdout standard output in C? Et quelqu'un s'occupe de vous répondre et d'expliquer qu'en réalité, quand on écrit dans la sortie standard, ça va écrire dans le device, c'est-à-dire le périphérique principal de sortie. Donc là, en l'occurrence, si je lance mon programme sur le terminal, et ben, ça va l'écrire dans le terminal. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend que putchar, puisque évidemment, putc est un équivalent de fputc, qui va écrire le caractère C dans le stream. Et donc, si le stream, c'est la sortie standard, en fait, j'écris un caractère, donc de la taille d'un octet, dans le terminal. Autre chose que j'utilise, c'est le mot-clé typedef. Alors, le mot-clé typedef en C, il est très simple. Il permet de définir un type par rapport à un autre type. Si je vous réouvre Google et que je commence à regarder typedef en C, alors par exemple, moi j'ai un site super qui est cppreference.com. Donc vous voyez avec le dorks site, on peut tout de suite chercher dans un site en particulier. Là, on va voir C language typedef. Donc CPP Référence, c'est un très bon site pour voir la documentation. Et on va tout nous expliquer sur ce qu'est le typedef. Donc par exemple, si je fais un int underscore t, ça va déclarer le type int underscore t qui sera un alias du type int. Bon, et bien là, c'est ce que je fais juste ici, un caractère signé. Qu'est-ce que c'est? C'est un caractère, un octet, c'est-à-dire un nombre codé sur 8 bits entre 0 et 255. En l'occurrence, il est signé, c'est-à-dire qu'il a un signe positif ou négatif, ce qui veut dire qu'il sera compris entre moins 127 et 128, tout simplement. Je rajoute un underscore t très important pour dire que c'est un type. Pourquoi? Parce que si je l'appelais juste byte, je ne pourrais pas créer une variable de type byte que j'appellerais byte. Ça ne marcherait pas. Alors qu'en écrivant byte underscore t, là je dis le type byte que j'appelle ma variable octet. Voilà, donc type octet, octet égale. Et là, je peux mettre une valeur, donc par exemple 33. Donc là, je viens de créer un octet à 33. Pourquoi j'ai fait ce typedef? Pour que ça soit plus clair, que là, ça ne nous importe pas dans cette vidéo d'étudier les types, etc. Je fais juste un type général qu'on appelle un octet et qu'on va écrire dans la mémoire, dans la sortie standard, etc. Et donc, vu que le type octet est en fait un alias de ce qu'est un caractère, je peux tout à fait appeler la fonction putchar avec mon type byte, avec une variable de type byte, de type octet, puisque un octet, c'est comme un caractère, c'est en fait la même chose, c'est-à-dire un nombre, voilà, entre, je vous disais, il y a 255 possibilités codées sur 8 bits. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les bases. Alors, en fait, il y a tout un tas d'integer literals, c'est-à-dire des littérales d'entiers. Donc, en fait, tout un tas de valeurs en dur, comme on les voit juste ici, qui permettent de définir dans les différentes bases informatiques, dans les différentes bases numériques, une variable. Donc, par exemple, si je veux initialiser un octet avec la base octale, je vais préfixer d'un 0. Si je veux initialiser un octet avec la base binaire, je vais préfixer d'un 0b, b pour binary, pour binaire. Et si je veux préfixer un octet
de 0x, c'est x pour hexadecimal, pour hexadécimal. Et donc en fait, tout ce que j'écrirai après, vous voyez là, sera traité comme du binaire ou comme du hexadécimal. Évidemment, pour la base décimale, pas de préfixe, vous pouvez simplement écrire 83. Voilà. Et ensuite, je vais m'amuser à Putcar ces différentes variables, juste ici. Et évidemment, j'ai oublié dans Putcar 1, c'est mon octet initialisé en decimal base. Voilà, ce que je fais juste ici. Et donc, je sauvegarde ce code. Hein. Donc là, vous voyez que je l'ai mis sur le côté droit. Et on peut voir tous nos fichiers sur le côté gauche. En l'occurrence, j'ai juste un fichier test.c. Évidemment, on va lancer notre programme. Donc, on va le compiler à l'aide de GCC. Et bah pareil là, GCC, vous pouvez tout à fait regarder la page du annuel, même si celle-ci est très compliquée, et vous en faites pas, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, puis il y en a plein d'autres, des ressources disponibles sur le net, mais dans l'absolu, vous pourriez très bien regarder et au moins voir tel ou tel paramètre. Alors, on est parti, on va compiler notre programme, on va lui donner un nom, je vais l'appeler myTestProgram, voilà. On va lui passer notre fichier source, test.c, et on va évidemment rajouter warning all, tous les warnings, et les warnings extra, puisque comme ça, on a tout un tas d'avertissements donnés par notre compilateur pour voir si on a fait une bêtise. Bon, a priori, si ça compile, c'est qu'il ne s'est rien passé, entre guillemets, de grave, tout marche bien. Donc, on a bien un binaire qui a été généré. Comme je vous disais, on l'a nommé myTestProgram. Et ce myTestProgram, pour le moment, si on le lance, il va y avoir quelque chose de bizarre qui s'affiche à l'écran. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va tout simplement chercher sur la table ASCII. Hein, regardez, je fais un manuel man ASCII et on voit bien le S majuscule avec en fait les différentes bases hexadécimales, décimales et octales. Et comme vous voyez, en fait, juste ici, ici et ici, alors il ne l'affiche pas en binaire, mais je vous le dis, j'ai écrit en fait le même nombre dans différentes bases, ce qui est intéressant de comprendre, puisque là, en l'occurrence, il va le lier à la table ASCII, donc ce qui va en sortir, c'est le caractère. C'est comme ça que ça marche, c'est le principe de Putcar et d'afficher quelque chose dans le terminal. C'est que toutes ces représentations de nombres sont en fait l'exacte et même valeur. Dans l'ordinateur, tout va être stocké avec des bits, que ça soit dans un disque dur, mémoire vive, la RAM, dans un SSD. Il y a différentes façons de stocker de la donnée, mais après tout, nous, on a différentes représentations de cette donnée, mais la donnée, elle est stockée, entre guillemets, de la même manière. Donc, si je m'amusais à rediriger la sortie de ce programme, donc tout ce qui sort de la sortie standard dans un fichier, que je pourrais nommer output, grâce au joli chevron qui marche très bien quand je fais du en bash, en shell programming, et j'ai un output juste ici qui est apparu. Donc évidemment, si j'affiche avec 4 le contenu de l'output, on voit mes S en ASCII, mais on pourrait très bien afficher le contenu de ce fichier dans d'autres bases. Regardez par exemple, si je retourne sur Google et que j'ai envie d'afficher, voilà, display content of file as binary, y a un monsieur qui va me dire, ah, sur Linux, il y a un utilitaire génial qui s'appelle OD, qui permet d'afficher le contenu d'un fichier dans différents formats. Donc moi, je ne connais pas la commande OD, j'en fais un manuel, et vous voyez, dump file in octal and other format. Donc par défaut, j'imagine, ça affiche en octal. Et voilà, là, on voit mes 4 octets en octal. Et si je veux les afficher en hexadécimal, j'imagine, je peux faire un X. Et là, on voit 53, 53, 53, 53. C'est bien 4 fois le même nombre, juste on l'affiche d'une différente manière. Il y a un super outil très connu aussi qui s'appelle hexdump, qui permet d'afficher les contenus aussi dans différentes bases, mais par exemple en hexadécimal. Et donc, si j'utilise la commande hexdump, donc en fait, dump-moi le fichier en hexadécimal, affiche-le en hexadécimal, et pareil, on revoit, c'est exactement en fait le même format, mes nombres en hexadécimal. Et il y en a un dernier qui s'appelle XXD, je vous le montre juste ici, qui pourrait permettre de l'afficher en binaire avec le flag -B. Là, je mets mon output, et là, on voit bien le binaire juste ici. Et même, il m'affiche d'ailleurs la correspondance dans la table ASCII de ce que ça afficherait en termes de caractères. Voilà, j'en ai déjà terminé pour cette vidéo. C'est possible que ça ne soit pas clair pour tous. C'est vraiment important que vous compreniez comment vous auriez pu l'apprendre par vous-même, même si j'étais pas là, en faisant les bonnes recherches sur Google, en vous posant les bonnes questions, en lisant les bonnes pages entre guillemets de manuel et en prenant le temps. Et là, en fait, en 5-10 minutes, je viens de vous faire comprendre quelque chose que beaucoup n'ont jamais vraiment explicité et compris clairement en C, c'est-à-dire les bases numériques dans tous les langages de programmation et en C. Et vous venez enfin de comprendre, pour certains, que les bases numériques, ce ne sont qu'une représentation de la donnée. Mais la donnée, en réalité, elle est stockée dans la mémoire de la
la même façon. Et d'ailleurs, par extension, si vous vous posez la question d'un nombre qui a un signe négatif ou positif, et ben vous verrez que qu'on lui mette un signe ou non, en vérité, dans la mémoire, ça prend la même place mémoire et c'est stocké de la même manière que le serait un nombre sans signe, donc un nombre qui ne peut que être, entre guillemets, positif. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et encore une fois, vous avez le lien en description si vous voulez pousser plus loin sur ces notions et rejoindre le programme de mentorat.